Madame, Monsieur, bonsoir. Un an après la brouille diplomatique entre le Maroc et l'Espagne, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts. Les relations entre les deux voisins viennent d'entamer un nouveau chapitre placé sous le signe du respect mutuel, de la confiance réciproque, de la concertation permanente et de la coopération franche et loyale. Les intérêts et les enjeux sont communs et complémentaires. D'abord, il y a les intérêts économiques de l'Espagne au Maroc, qui est de fait son premier partenaire en Afrique, concentrant près de la moitié des exportations espagnoles, sans oublier les centaines d'entreprises espagnoles présentes sur le sol marocain. Et côté marocain toujours, les échanges entre les deux territoires représentent près d'un tiers de notre commerce extérieur. Sur quel secteur les deux partenaires peuvent-ils miser à l'avenir? Nous répondrons bien sûr à cette question dans cette émission. Et puis, il y a les autres défis, des défis communs auxquels sont confrontés les deux partenaires, notamment les phénomènes migratoires et ceux liés au terrorisme. Et enfin, la conjoncture mondiale et ses répercussions sur les dynamiques potentielles que pourraient connaître la zone euro et l'espace méditerranéen. Comment alors se dessineraient les contours de cette nouvelle étape dans les relations entre Rabat et Madrid? Autant constater que c'est déjà de bon augure. En témoigne la déclaration commune à l'issue de la visite du président du gouvernement espagnol Pedro Sánchez à l'invitation de Sa Majesté le roi Mohamed VI. Nous sommes en direct ce soir pour commenter et analyser les facettes de cette nouvelle étape de coopération en compagnie de mes invités que j'ai le plaisir d'abord de recevoir sur ce plateau à Tanger. Amin Laridi, bonsoir. Bonsoir madame. Je rappelle que vous êtes expert international en stratégie et en diplomatie économique. Bienvenue à vous sur ce plateau. J'ai également le plaisir d'accueillir par Skype depuis Casablanca professeur Abdelatif Komat, doyen de la faculté pour les sciences économiques, juridiques et sociales à l'université à Hassan II de Casablanca. Donc bonsoir Abdelatif Komat, merci de vous joindre à nous. Bonsoir la Khadija et merci pour l'invitation. Merci à vous de l'accepter. Et également avec nous pour représenter le secteur privé par satellite, Karim Amour, le président de MEM, de Marocains Entrepreneurs du Monde par la CGEM, également membre du conseil d'administration de la CGEM et qui est de surcroît maroco-espagnol. Bonsoir Karim Amour. Merci également à vous de vous joindre au plateau avec nous ce soir dans cette émission spéciale. Bonsoir Khadija Hassan, bonsoir. Alors ma première question est pour vous Amin Laridi. L'invitation de Pedro Sánchez à partager un iftar pendant ce mois sacré de Ramadan est significative à plus d'un titre. Jusqu'ici, seuls les rois, notamment le roi Felipe et son épouse Laetitia, avaient été invités à la table de Sa Majesté le roi Mohamed VI pour un iftar. Donc, quelle symbolique concrètement porte cette invitation inédite ? Alors la symbolique est haute et vous l'avez si bien dit en fait dans votre question, l'invitation envoyée par Sa Majesté le roi Mohamed VI à son Excellence, Monsieur le chef, le président du gouvernement espagnol, Monsieur Pedro Sánchez, est haute en symbole. C'est déjà en fait c'est la première semaine du Ramadan. On n'est que le 5e jour du Ramadan, un jour béni, celui du jeudi et celui du vendredi, 2 jours saints pour nos autres en fait musulmans et chargé en fait de symboles, chargé de traditions. En général, c'est uniquement pour la famille, n'est-ce pas? Et dans les hautes traditions de la maison royale marocaine, ancrée dans l'histoire, cette invitation est claire. C'est une manière de valoriser un grand ami du royaume du Maroc. Ce décryptage, nous ne sommes pas les seuls à le faire. La presse espagnole, depuis quelques jours, s'empresse en fait d'en parler, de parler justement de cette valorisation pour son Excellence, Monsieur le Président du gouvernement espagnol, de l'importance de cette visite elle-même, pour bâtir une doctrine nouvelle, d'accord? Une nouvelle ère. On ne parle pas d'un chapitre nouveau, mais vous parlez d'une doctrine. On parle d'une nouvelle doctrine géostratégique. Et j'oserais même dire qu'en 700 ans en fait, d'histoire entre les deux royaumes, c'est un pan important. D'accord, qu'on est en train de franchir ensemble, grâce à la haute vision, grâce aussi à la haute diplomatie de notre souverain, Sa Majesté le roi Mohamed VI. Une diplomatie de constance, une diplomatie de clarté, une diplomatie aussi d'ambition et qui ne cesse d'ouvrir dans la continuité de nouveaux horizons pour notre pays. Et aujourd'hui, c'est un nouvel horizon. Classiquement, on considérait qu'il ne pouvait y avoir qu'un grand des deux côtés du détroit de Gibraltar. Aujourd'hui, la haute diplomatie royale a prouvé qu'on pouvait être grand tous ensemble, la main dans la main, et encore plus en travaillant ensemble dans le respect, dans la clarté et dans l'ambition. Et c'est ce qu'on est en train de bâtir aujourd'hui. Et dans la loyauté. Et clairement dans la loyauté et dans la transparence. Absolument. Très bien.
Abdelatif Koma, donc peut-être un commentaire aussi, un commentaire sur cette déclaration commune à l'issue donc de cette visite inédite du chef ou du président du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez, au Maroc, depuis bien sûr quelques soucis diplomatiques qu'ont connus les deux pays, notamment depuis avril 2021. Est-ce qu'on pourrait parler d'un traité d'amitié qui a été signé, rappelons-le, en 1991? Est-ce qu'on peut parler d'un nouveau traité d'amitié? On va dire une nouvelle vie à ce traité d'amitié de 1991 et en l'occurrence avec cette déclaration commune porteuse de beaucoup d'orientations d'avenir. Effectivement, nous sommes en train de vivre un tournant, mais en fait dans la continuité, parce que, en fait, comme vous l'avez dit, les deux pays sont liés par une histoire, par une amitié qui est séculaire. Bon, c'est vrai qu'il y avait quelques embrouilles, mais aujourd'hui, ce qui est en train d'être tracé est à la hauteur des ambitions des deux pays pour tourner cette page et pour justement aller vers un renforcement des relations basées sur deux principes de considération, de respect, de confiance et surtout de prendre en considération les intérêts mutuels. Alors la déclaration, elle est très forte parce que il traite, et peut-être qu'on va aborder un peu les détails tout à l'heure, des questions très fortes, notamment la réouverture des frontières maritimes, bien sûr le principe qui est réitéré de la considération de la position de l'initiative marocaine pour la résolution de la question du Sahara marocain qui a été déposée au niveau du Conseil de sécurité en 2007 et qui est considérée aujourd'hui comme la solution la plus plausible, la plus réaliste, la plus en fait sérieuse, à savoir la question de l'autonomie du Sahara comme une solution pour justement régler ce différend et qui a été réitérée dans cette déclaration. Et bien évidemment, il y a d'autres questions fondamentales, la question économique, parce que en fait, le Maroc et l'Espagne, depuis maintenant 8 ans, l'Espagne est le premier partenaire économique du Maroc. Alors, bien sûr, il s'agit d'une réalité qui a été confirmée pendant 8 années successives que l'Espagne est première, mais il ne s'agit pas de s'arrêter à ce niveau-là. Les ambitions elles sont encore plus importantes pour l'avenir. D'ailleurs, la CGEM, en fait, il prévoit que pratiquement il va y avoir un doublement des échanges commerciaux à l'horizon 2025-2026. Et puis, il y a également un tournant au niveau de la substance, au niveau de la qualité de ces échanges commerciaux. Il s'agit d'un renouvellement, en fait, un peu de tout ce qui se fait, mais également un nivellement vers le haut, parce que les secteurs de l'échange, des échanges commerciaux vont prendre d'autres dimensions, notamment qualitatives. Aujourd'hui, le Maroc est un pays qui est en train de bâtir une industrie. Il est en train de s'acheminer vers une industrie plus valorisée, plus transformatrice et plus imbriquée dans les nouveaux métiers du monde. Et dans cet élan-là, bien sûr, l'Espagne se retrouve avec un partenaire avec lequel il va développer une collaboration autour de secteurs porteurs. Et bien sûr, il y a également la question des frontières maritimes qui a été initiée par le Maroc, mais qui n'a pas voulu en fait avancer trop dans cette question sans qu'il y ait une concertation avec l'Espagne. Aujourd'hui, l'Espagne est disposée à traiter des questions chaudes et ça dénote d'une volonté très très forte parce que ce sont des sujets vraiment de très grande profondeur qui sont abordés. Donc ça veut dire qu'il y a une volonté de part et d'autre de ne rien laisser comme zone d'ombre. Il s'agit en fait de traiter toutes les questions chaudes et donc ça dénote de cette volonté d'aller de l'avant. Absolument. Et vous avez évoqué cette question de délimitation de l'espace maritime. Justement, un groupe de travail sera mis en place pour des avancées concrètes, comme cela a été évoqué dans la déclaration commune. Vous avez évoqué le rôle de la CGEM. Karim Amor, vous représentez aujourd'hui la CGEM sur ce plateau. Concrètement, qu'est-ce qui fait que les relations économiques aient avancé de manière aussi importante, positionnant l'Espagne comme premier partenaire du Maroc, à la place de la France, qui fut historiquement le premier partenaire du Royaume. Qu'est-ce qui a fait que les échanges ont connu ce trend haussier, voire même qui s'est renforcé malgré les troubles diplomatiques? Oui, vous l'avez dit, c'est vrai. Les relations entre le Maroc et l'Espagne se sont considérablement développées économiquement ces 8 dernières années.
Le Maroc est devenu le premier partenaire africain de l'Espagne et de loin. Et nous avons à la CGEM consacré à travers un conseil économique maroco-espagnol une matrice de travail entre les fédérations espagnoles d'un côté, les fédérations marocaines de l'autre. Ce sont des hommes et des femmes qui se parlent entre eux en permanence, qui appartiennent au même secteur, qui ont les mêmes problématiques, que ce soit des problématiques techniques, des problématiques juridiques, des problématiques environnementales, et ça contribue énormément à faire avancer les choses. Mais je pense que la question principale de cette avancée, c'est que l'Espagne a pris conscience de l'importance du Maroc dans le concert des nations africaines et s'est considérablement rapproché. La petite brouille qui a eu lieu pour de très bonnes raisons très récemment est due évidemment aux circonstances que nous avons évoquées ce soir, mais la relation filiale, je dirais même passionnelle, qui existe entre le Maroc et l'Espagne avait besoin d'un coup de fouet économique que la CGEM a su donner depuis plus de 8 ans, en amenant les deux pays à collaborer, à contribuer à l'enrichissement l'un de l'autre. Nous avons des échanges commerciaux qui ont considérablement évolué, certes, pendant la pandémie et compte tenu de la fermeture des frontières, elles ont été un peu réduites, comme vous l'avez dit, mais elles sont restées tout à fait soutenables. Et si on avait, en tout cas à la CGM, on a une espèce d'observatoire qui nous permet d'évaluer un petit peu la situation vis-à-vis des pays européens notamment, qui sont des pays à voisinage quasiment immédiat. Et tous les pays ont eu une baisse un petit peu d'activité avec le Maroc, eu égard à la pandémie, et c'est tout à fait logique. En ce qui concerne particulièrement l'Espagne, nous avons véritablement une ambition. On a parlé, mon collègue a parlé tout à l'heure d'un doublement des relations économiques. Oui, c'est à l'horizon 2025-2030. Nous l'avons prévu, nous l'envisageons des deux côtés. Ce que nous renforçons à travers ce renforcement diplomatique extraordinaire avec cette approche complètement désinhibée de la part du Maroc sur des questions sensibles que sont la sécurité notamment, que sont les enjeux d'équilibre économique également, eh bien la CGEM s'inscrit dans cette dynamique en disant nous devons profiter de cet nouvel élan de transparence pour réaffirmer dans la continuité, parce que ça n'a jamais arrêté, nos relations économiques avec l'Espagne. Très bien. En quoi, cette question est ouverte à vous tous, messieurs, en quoi les deux économies, marocaines et espagnoles, sont-elles complémentaires, Amil Laredi? Écoutez, je conduisais en venant de Rabat. Prenant une autoroute, d'accord, moins de 3 heures, j'étais chez vous dans ce beau plateau. Et sur la route, je croisais des camions immatriculés en Espagne. Ces mêmes camions peuvent arborer en fait les autoroutes marocaines, les routes marocaines, en arrivant jusqu'à Dakhla, en arrivant jusqu'à Guerguerat, au sud du royaume du Maroc, et de là partir en fait vers le continent africain. Et ça se passe chaque heure, ça se passe chaque jour, que Dieu fait, 365 jours par année. Donc il y a déjà un tissu économique de part et d'autre qui sait travailler. Il y a de la confiance et ce tissu économique ne peut que contribuer de manière vraiment dynamique à opérationnaliser cette autre vision qu'a Sa Majesté le roi Mohammed VI et qu'a le président du gouvernement espagnol, d'accord, par rapport aux relations entre les deux pays, avec plus d'ambition. Donc, vous en parliez tout à l'heure, il y a entre 700 et 800 entreprises en fait espagnoles qui sont établies au Maroc. Il y a 20 000 entreprises espagnoles qui travaillent de manière continue toute l'année en fait avec leurs clients marocains. Il y a quelques 17 milliards de dollars de part et d'autre, 7,5 en termes d'export, 9 milliards, en termes d'import. Je parle des chiffres les plus récents, ceux de 2021. Mais j'ai envie en fait de mettre l'accent sur un point très important, c'est que ces chiffres de 17 milliards de dollars en fait de part et d'autre n'est fait que par 3 régions du royaume du Maroc. Imaginez le potentiel pour les 12 régions du royaume. C'est un potentiel qui est incroyable. C'est un potentiel qui est énorme par rapport aux 9 autres en fait, régions. Et d'autant plus si on part en fait, dans des opportunités de niche au niveau des communes et j'en passe. Il y a aussi un volet qui est très important. En 2016 et 2017, j'étais dans des délégations officielles que j'avais l'honneur de conmener dans des pays d'Amérique latine, Brésil, Chili et Argentine. Et les produits marocains étaient présents.
On ne le savait pas. Dans les statistiques officielles, on ne le savait pas. Pourquoi ? Parce qu'il y avait de la triangulation, ça passait par les chaînes de valeur espagnoles. Et idem par rapport aux produits espagnols qui sont présents en Afrique et au Moyen-Orient grâce aux chaînes de valeur marocaines. Donc il y a une opportunité réelle d'utiliser en fait chacun des deux pays comme étant un hub dans les marchés où il est le plus positionné. Aussi bien en tant que centrale donc là, on ne parle même pas d'un espace de coopération qui est bilatéral, mais d'un espace de coopération qui est ou multiple. Parce que là, absolument. Vous parlez d'Amérique latine, et vous parlez d'Afrique et Moyen-Orient. Et dans les deux sens, Khadija, parce qu'on a en fait des opportunités qu'on doit saisir incessamment. Déjà en fait pour la distribution, d'accord, l'Amérique latine, grâce au réseau en fait de l'Espagne, l'Afrique, l'Amérique du Nord, nos amis américains, mais aussi en fait le Moyen-Orient, etc. Et les marchés où nous autres Marocains, on a de l'expertise, on a une bonne brand très respectée, mais aussi le volet sourcing et achat. Et on parle en fait dans un monde aujourd'hui où il y a des ruptures, où il y a des prix en fait qui sont en train de voler dans le monde entier, etc. Et aussi une rupture des chaînes de valeur et une restriction en fait de plusieurs produits dans les plus grands pays du monde. Donc une centrale d'achat ou des centrales d'achat mixtes, aussi bien aux produits de grande consommation que pour les produits industriels en tant qu'intrants, mutualisés entre les deux pays, c'est quelque chose de réalisable au niveau du port de Tanger Med, mais aussi au niveau d'Al Jazeera. Et on peut travailler dessus ensemble et ça ne peut contribuer qu'à la réduction des prix d'acquisition. Il y a aussi des volets, en fait, deux volets essentiels qui sont très importants. Hier, il y a moins de 24 heures, la FAO, d'accord, elle produisait un communiqué officiel où elle disait qu'il y avait un risque important de famine dans des pays voisins, notamment dans la région en fait, du Sahel, dans la région de l'Afrique de l'Ouest. Donc c'est de notre devoir d'y contribuer. C'est une réalité. Et une réalité à laquelle on peut répondre ensemble. Parce qu'au Maroc, on a en fait des chaînes de valeur qui sont intégrées, depuis en fait les engrais et les phosphates, en arrivant jusqu'à la production, à la transformation chez logistique. L'Espagne aussi, elle a une bonne expertise, elle a aussi des capitaux, et on peut faire ça en fait ensemble, et aussi en étant ouvert aussi à de l'investissement international dans ces pays, mais aussi à partir de nos pays, à destination en fait de l'export, pour combler les besoins de pays frères africains, mais aussi partout dans le monde. Et on connaît en fait la situation aujourd'hui en Europe. Et un troisième volet qui est tout aussi important, c'est, vous parliez tout à l'heure aussi du volet énergétique. Je ne sais pas si on va en fait le détailler plus par la suite, mais le volet énergétique aujourd'hui est très important. Nous allons y revenir. Nous allons revenir sur le volet des industries. Avec très grand plaisir. Alors, toujours dans ce qui est aujourd'hui cette déclaration commune à l'issue de cette visite inédite du président du gouvernement espagnol Abdelatif Comat, un des exemples de coopération, c'est bien sûr la libre circulation des personnes et des marchandises. Ça va être relancé de manière immédiate, mais graduelle, comme ça a été évoqué dans cette déclaration commune. Il y a bien sûr cette opération de transit, l'opération de transit Marhaba. 5 millions de Marocains résidant à l'étranger transitent dans les deux sens. Et bien sûr, cette opération Marhaba fait qu'ils transitent dans les meilleures conditions. Donc, qu'est-ce que cela apporte de plus pour les deux côtés, notamment du côté espagnol, la relance, j'ai envie de dire, de l'opération Marhaba et ses impacts pour cet été, pour les amis espagnols? Oui, en fait, lorsqu'il s'agit de parler de coopération, bien sûr, il y a la coopération qui porte sur les marchandises, sur le volet commercial des biens et des services. Mais il ne faut pas oublier que la coopération, c'est également, ne peut être une véritable coopération s'il s'agit également des mobilités humaines. La dimension humaine, elle est fondamentale lorsqu'il s'agit de relations entre des pays. Alors bien sûr, depuis maintenant 2 ans, en fait, cette mobilité, elle est pâtie d'une part, bien sûr, il y avait la crise du Covid, mais bien évidemment, il y avait également des restrictions des lignes maritimes. Et aujourd'hui, c'est une bouffée d'oxygène, je dirais, bien évidemment pour l'Espagne, parce que c'est un manque à gagner. On a vu qu'il y avait des ports espagnols qui en fait, étaient habitués à un certain dynamisme pendant notamment la grande opération Marhaba, la mobilité des Marocains résidant surtout en Europe, qui ont une grande partie transitée par les ports espagnols. Et bien évidemment, ces ports qui ont pâti d'un manque de dynamisme par ces restrictions. Donc, il y a toute une dimension économique fondamentale, justement, liée au tourisme, liée à l'activité portuaire. Bien sûr, c'est également important pour le Maroc, parce que, en fait, le Maroc également encourage justement cette mobilité des Marocains du monde, et bien sûr voudrait que des conditions les plus favorables soient mises en place justement pour que ce transfert, cette mobilité se fasse dans de bonnes conditions. Donc je dirais que
c'est de bon augure, c'est une très bonne chose parce que ça renforce également les relations humaines, l'amitié, qui est une amitié séculaire entre les deux peuples, que les Marocains puissent justement rentrer chez eux à travers le territoire espagnol. C'est une très bonne chose. Alors, je voudrais également peut-être revenir sur la question tout à l'heure rapidement par rapport à la complémentarité. Bien Et pour sûr. être complémentaire à ce qu'a dit Amine, c'est que la complémentarité, il faut la voir sur 2 ou 3 dimensions. Bien sûr, il y a la complémentarité, je dirais, sectorielle. Et en fait, ce qu'on relève, c'est que le Maroc, dans en fait, son effort aujourd'hui sur un certain nombre de volets, notamment le volet infrastructure. Le volet infrastructure, le volet énergétique, notamment tout ce qui est énergie durable, l'Espagne est très présente. C'est un volet très important. Vous savez qu'une grande Oui. partie des infrastructures qui sont en train ou qui ont été réalisées au Maroc, notamment tout ce qui est ferroviaire, tout ce qui est routier, se fait avec la collaboration espagnole. Également, tout ce qui est transport. Transport, notamment, aujourd'hui, les voitures de tourisme, une grande partie viennent de l'Espagne, mais également, vous savez que, par exemple, les 90% des bus qui circulent au Maroc sont produits par des compagnies espagnoles. Également, la présence au niveau d'un certain nombre de secteurs énergétiques, notamment la station NO pour l'énergie solaire. Une grande partie a été réalisée par des entreprises espagnoles. Donc, cette complémentarité, elle est là au niveau sectoriel, mais également par rapport aux exportations marocaines, qui classiquement étaient orientées autour de ce qui est produits alimentaires, notamment fruits et légumes, également les produits de la mer, mais de plus en plus, les exportations marocaines touchent aujourd'hui des industries, notamment tout ce qui est industrie mécanique, tout ce qui est industrie électrique, et l'industrie automobile également. Donc, ce qui fait que nous sommes en train de monter au niveau de la qualité des exportations marocaines. Et ce que je voudrais rajouter, ça a été dit par Amine, mais je pense que c'est un point très important, c'est que la complémentarité, elle est également géostratégique. Elle est géostratégique. Surtout à un moment où le monde est en train de connaître des alliances, une reconfiguration des relations stratégiques au niveau international, le Maroc est la porte pour l'Espagne en Afrique et l'Espagne est la porte pour le Maroc en Amérique latine. Vous savez qu'à l'issue de la lettre adressée par le chef du gouvernement à Sa Majesté, l'essentiel des réactions positives sont venues des pays de l'Amérique latine pour justement saluer cette initiative. Cela dénote du rôle que peut jouer l'Espagne justement pour faciliter et développer les relations du Maroc avec l'Amérique latine d'une manière générale, également sur un plan politique, mais également sur le plan économique. Là également, c'est une complémentarité de très grande importance qu'il faut bien sûr associer à la complémentarité économique, commerciale, financière. Il y a également les Marocains. Aujourd'hui, nous avons plus de 800 000 Marocains qui sont de bons ambassadeurs dans notre pays, qui sont bien intégrés. Et il y a également l'investissement des Marocains en Espagne qui se développe. Bien sûr, il y a également l'Espagne qui est le 3e investisseur étranger au Maroc. Donc la complémentarité, elle est sur plusieurs plans. Et puis aujourd'hui, avec cette nouvelle assise politique, cette entente de haut niveau, certainement cette complémentarité va prendre une autre dimension. Très bien. Alors, Karim Amor, d'abord, une question sur l'investissement des Marocains vivant en Espagne, des investissements des Marocains vivant en Espagne au Maroc et le rôle qu'ils peuvent jouer, mais surtout, quand on parle de partenariat, il y a ce nouveau terme. Amine Laredi, vous êtes assez... vous connaissez bien la question dont nous en avons déjà parlé dans une des émissions, sur la colocalisation. Alors, Karim Amor, quel partenariat en termes de colocalisation et quels sont les secteurs sur lesquels les deux partenaires peuvent miser en termes de colocalisation? Je vous ferai réagir dessus, Amine Laredi. Oui, écoutez, en termes de colocalisation, évidemment, il y a tout à faire. Parce que, en réalité, bien que l'Espagne soit un partenaire privilégié d'investissement au Maroc avec plus de 700 à 800 entreprises déjà présentes, il y a des réflexions qui sont menées post-pandémie, et je dirais encore plus exacerbées avec cette guerre en Ukraine, qui a fait qu'on est en train tous de réfléchir, l'Union européenne, donc les pays limitrophes du Maroc, particulièrement dans le cadre du voisinage européen, les pays dans le cadre bilatéral,
pour pouvoir complémenter leur colocalisation. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire tout simplement que nous sommes en train, dans le cadre de ces commissions que nous avons créées, de ce comité, de ce conseil maroco-espagnol, de considérer d'une manière très transparente ce qui est la chaîne de valeur espagnole et comment la chaîne de valeur peut la complémenter. Et inversement, ce qui est de la chaîne de valeur marocaine et comment la chaîne de valeur espagnole peut la complémenter. Et c'est pas seulement simplement dans le cadre des matières premières ou des produits semi-finis, mais c'est aussi également dans le domaine humain. Nous avons par exemple détecté qu'il y avait des besoins en Espagne de ressources humaines fortes venant renforcer le tissu économique espagnol, donc venant renforcer la cohorte des Marocains du monde qui sont déjà plus de 800 000. Imaginez, en Espagne, c'est parmi les pays avec la France en Europe qui constitue la plus grosse communauté, la France, l'Italie, l'Espagne, de la communauté des Marocains résidant dans ces pays-là. Et donc cette dynamique humaine, elle veut que nous allons nous accompagner des ingénieurs, des managers espagnols au Maroc, tout comme en Espagne, nos collaborateurs, nos ingénieurs, nos agents de maîtrise vont être accompagnés pour complémenter le tissu économique espagnol. Dans le cadre des produits qui sont évidemment échangés avec le Maroc, vous avez l'exemple du textile qui est un gros exemple puisque c'est une des plus grosses industries espagnoles du textile qui est Inditex, que nous connaissons tous, les marques Zara, Massimo Dutti, etc. fabriquent une grosse partie de leur production au Maroc, plus que ça. Oui. Oui. Je vous laisse finir. Je vous en prie. Non, je voulais juste faire la remarque pour ne pas citer de marque sur notre antenne. Pardon, excusez-moi, j'ai pas eu le retour. Non, c'était juste par rapport aux marques. Donc, en fait, autre que le textile, parce que le textile reste quand même un secteur historique de collaboration, parlons des autres secteurs de coopération qui ont peut-être même plus de valeur ajoutée ou qui demandent, comme vous l'avez si bien évoqué, cette question de valeur ajoutée, mais aussi de ressources humaines qualifiées. Quels sont ces secteurs ? Oui, alors, juste pour reprendre, le textile, c'est quand même un secteur à forte valeur ajoutée, puisqu'aujourd'hui, nous sommes dans le fast fashion, et vous avez des entreprises marocaines qui sont extrêmement performantes, précisément parce qu'elles ont travaillé avec des opérateurs de premier plan international, notamment espagnols. Venons-en, prenons un autre secteur d'exemple, par exemple l'automobile. L'automobile qui est un secteur phare, un fer de lance au Maroc, premier exportateur marocain dans le cadre des opérations de l'export. Il y a une très forte complémentarité dans ce secteur puisque l'Espagne est un pays producteur fort en automobile, non seulement en termes de montage, mais aussi en termes de pièces intermédiaires. Et vous avez autour des microcosmes, microcosmes économiques d'automobile, par exemple au Maroc, que ce soit à Tanger ou à Kenitra, énormément d'entreprises espagnoles qui sont venues s'installer dans la garniture, dans les câbles, dans les freins, dans des produits comme cela. Et donc cette opération-là, on peut également la voir se disperser dans un secteur comme l'agriculture, où beaucoup d'opérateurs espagnols viennent opérer au Maroc dans les secteurs du Rar, mais aussi du côté d'Agadir. Vous avez également beaucoup d'opérateurs marocains qui investissent, puisque vous avez posé la question, qui investissent en Espagne. Moi, dans notre région, la 13e région, nous avons énormément d'investissements marocains en Espagne, faits par des Marocains du monde, mais aussi des Marocains du Maroc. Récemment, de grosses participations ont été prises par des entreprises marocaines auprès de conglomérats espagnols, que nous ne nommerons pas pour ne pas faire encore une fois de publicité de marque. Mais ce qui est important, c'est de savoir qu'il y a une vraie relation bilatérale très très forte qui est en train de s'établir. Et je dirais, si on réfléchit bien, les Marocains sont encore plus ambitieux à l'égard de l'Espagne aujourd'hui, avec cette ouverture et cette potentialité que nous avons, puisqu'il y a de vraies jointures de coopération et d'intérêt. Très bien. Jointure de coopération et d'intérêt industriel, on vient de l'évoquer, énergétique aussi. Abdelatif Komata a cité l'exemple du solaire, mais il y a aussi l'exemple de l'éolien. L'Espagne est un champion en termes d'industrie et d'énergie éolienne. Il y a déjà une présence d'entreprises espagnoles dans ce secteur-là. J'ai envie qu'on parle vraiment d'avenir. Quelles sont aussi les autres niches et les autres volets de coopération, notamment industrielle et énergétique, Amil Lariti? Alors,
Il y a de cela quelques jours, vous aviez vous-même, Madame Ihsan, un brillant interview avec le Secretary of State américain, M. Blinken. Et au cœur de cette interview, il y avait une mention très claire où il est dit que le Royaume du Maroc n'est pas uniquement partenaire sur les dossiers régionaux ou continentaux, mais sur des dossiers internationaux et globaux. C'est très important. Ça veut dire que le Maroc est vu comme le partenaire clé dans le continent africain par les grandes puissances mondiales. Et en tant que pilier, c'est ce que nous sommes, de sécurité, de paix, de lutte antiterroriste, en Afrique, dans la région Méditerranée, mais aussi dans le monde, mais aussi en tant que locomotive de développement durable. Je rappelle la COP22, sa réussite, grâce à la haute vision de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste. Et le Maroc, depuis, est un champion en fait, africain, je dirais même méditerranéen, en matière de développement durable. Et ce qui me ramène à répondre justement automatiquement à votre question, parce que parmi les engagements, il y a justement ce volet de green electricity, de green power, d'énergie en fait, qui est verte. Je rappelle que le Royaume du Maroc est le seul exportateur à partir du continent africain, de manière permanente, toute l'année, de son excédent d'énergie électrique verte. Donc on a une expertise, on a un tissu économique qui a l'habitude d'exporter. On n'est pas en train de parler à partir du néant. Il y a déjà des réalisations qui sont là, de manière permanente, de manière concrète. Et nous sommes valorisés comme un partenaire en fait, de taille. Qu'est-ce qui me ramène à de l'investissement conjoint, parce que là on est en train de parler d'une nouvelle ère, on est en train de parler en fait d'une nouvelle doctrine dans le respect mutuel, dans la prospérité mutuelle. Donc on peut augmenter la production au Maroc et en fait chaque centimètre de notre pays béni est plein d'opportunités. D'accord. Et nous avons énormément d'opportunités, aussi bien en termes en fait, de production éolienne ici au Maroc, en termes de production solaire aussi, pour augmenter nos exports vis-à-vis en fait, du continent européen qui est notre voisin du Nord. Mais aussi, lapsus révélateur, vous avez remarqué que j'ai pris du temps à réfléchir, mais aussi par rapport à notre continent, l'Afrique. Et je rappelle, encore une fois, on en parlait tous les deux il y a de cela quelques semaines, le Maroc aujourd'hui a complété le raccordement de Dakhla, d'accord, la 12e en fait, région du Royaume du Maroc, à l'autoroute énergétique nationale, à l'autoroute électrique nationale. Ça veut dire que demain, le pont, il est facile à franchir via Guergueres pour exporter cette énergie en fait pour la Mauritanie. On peut parler d'une autoroute énergétique ou d'une power grid. Aujourd'hui, l'enjeu énergétique avec la conjoncture mondiale est l'un des enjeux cruciaux. Il y a l'énergie, il y a la sécurité alimentaire. Absolument. Ce sont aujourd'hui les deux thèmes d'actualité que tout le monde et d'actualité et malheureusement aussi d'inquiétude. Tout à fait. D'où en fait mon introduction. C'est pour ça que j'ai dit que le Maroc aujourd'hui est vu comme le pilier et le partenaire dans la région dans les dossiers en fait internationaux. Donc aujourd'hui, on a cette capacité de travailler ensemble en fait l'énergie renouvelable et de l'exporter. Il faut réfléchir un peu différemment. La collaboration avec l'Espagne et aussi avec nos amis américains, elle a déjà commencé, notamment en matière en fait de gaz, la triangulation, d'accord, gaz de schiste américain. Alors quand on parle de gaz, justement, ce rapprochement, cette nouvelle étape, ce nouveau chapitre, cette nouvelle doctrine, comme vous la définissez, Hamid Laridi, quel impact aura-t-elle sur les relations Algérie, Espagne, en sachant bien sûr que l'Algérie, c'était une décision unilatérale d'Alger de stopper, de ne plus fournir de gaz via le gazoduc Maghreb-Europe à l'Espagne et donc à l'Europe, avec ce qui se passe avec la Russie, mais l'Espagne a trouvé moyen de diversifier ses sources d'approvisionnement. Écoutez, et que maintenant, l'Algérie ne représente plus les 40% qui étaient d'offres gazières pour l'Espagne. Le gaz est un enjeu stratégique pour le sud en fait de l'Europe, d'accord, aussi bien l'Espagne, le Portugal que pour tout le reste aussi de l'Europe. L'Europe ne peut pas se permettre, et en l'occurrence ici on parle de nos amis espagnols. Vous avez si bien en fait nommé tout à l'heure, parce qu'on parle dans un contexte d'amitié qui est forte aujourd'hui. Nos amis espagnols ne pouvaient pas se permettre en fait de voir le pipeline le plus important et surtout le plus fiable, d'accord, qui traverse en fait le Royaume du Maroc, fermé sur une décision en fait unilatérale et remplacé par notre pipeline dont la production et la capacité de transport est très faible. D'accord, avec des problèmes techniques qui sont réels. Et l'alternative en termes de pic ne peut être en fait en aucun cas les bateaux LNG qui ont besoin en fait d'un autre mode en fait de leasing beaucoup plus long terme et qui ne peuvent pas en fait obéir au claquement du doigt. Maintenant, l'Espagne, elle a c'est plus une alternative, c'est un fournisseur aujourd'hui réel et concret qui figure en fait parmi son top 3, qui sont les États-Unis en fait d'Amérique, à travers en fait de leur gisement important et incroyable en termes en fait de gaz de schiste, d'accord, qui je le rappelle garantit en fait une production en masse et donc automatiquement une logistique de masse, un transport en masse, la liquéfaction à travers en fait un phénomène de baisse de la température et d'augmentation de la pression, transport par des bateaux LNG qui sont durables parce qu'ils consomment en fait du même gaz. Ça arrive en fait en Espagne où il y a en fait l'infrastructure nécessaire et d'ailleurs l'Espagne aujourd'hui est le point d'entrée non seulement pour le marché espagnol mais aussi pour le marché portugais et pour une partie du marché aussi français, d'accord. Et il y a aussi en fait cette possibilité qui est en train de devenir une réalité d'inverser en fait le flux et d'exporter ce gaz une fois passé de l'état liquide à l'état gazier par le pipeline justement vers le Royaume du Maroc en attendant
qu'on développe aussi notre propre capacité de recevoir en fait ce gaz liquide. Donc finalement, avec toutes les menaces que brandit Alger, elle ne compte plus vraiment aujourd'hui compte tenu de la diversification des sources d'approvisionnement de gaz chez nos amis espagnols. Justement, aujourd'hui, on ne parle même plus d'une alternative. Aujourd'hui, les États-Unis sont l'un des principaux exportateurs par rapport au marché en fait ibérique et par rapport au marché en fait européen, pour le Maroc aussi. Mais c'est aussi chajout de bon augure parce que tout le monde sait que le Maroc a des ressources aussi gazières, aussi bien onshore que offshore, et qui devrait, dans le contexte actuel, attirer de l'investissement pour faire le développement et pour le marché national et aussi pour l'export. Je rebondis sur la deuxième partie en fait de votre question. On a parlé de l'électricité. Je parlais tout à l'heure de la sécurité alimentaire. Vous aviez si bien raison de revenir dessus et d'accentuer dessus, mais en complémentarité, parce que j'ai toujours une écoute très attentive. C'est Komat, elle a parlé d'une niche très incroyable qu'on oublie toujours. C'est celle en fait des bus, et qui a un potentiel de folie par rapport au continent africain. Et là, ça rentre dans cet état d'esprit nouveau de travailler la main dans la main, pas uniquement pour les besoins bilatéraux, mais pour d'autres partenaires. Aujourd'hui, il y a un besoin qui est énorme de transport et de machines professionnelles, de moyens de transport professionnels pour le continent africain, d'accord, aussi bien en fait pour les passagers que pour les entreprises de construction et de transport, etc. Et j'en passe, avec des capacités, avec en fait des exigences techniques qui sont différentes, adaptées au pouvoir d'achat, mais adaptées aussi à une logique de durabilité, d'endurance en fait locale, avec des difficultés en termes de maintenance. Donc il y a tout un canevas en fait qu'on a besoin de remplir, et que le Maroc et l'Espagne peuvent travailler dessus ensemble pour développer, pourquoi pas, une brand, parce qu'aujourd'hui ce qui manque, c'est une brand commune, d'accord, entre les deux pays, qui jouerait ce rôle de locomotive, et on n'est pas en compétition avec l'existant, mais plutôt en complémentarité. Abdelatif Komat, une réaction par rapport à cela, et par rapport maintenant, si on pouvait aussi évoquer ce volet des enjeux communs. On parle bien sûr du volet immigration, tout cela est cité noir sur blanc dans la déclaration commune. Il y a les enjeux de l'immigration et cette volonté commune d'adresser cet enjeu de manière complémentaire, mais aussi placée sous le signe de la coopération. Comment, selon vous? En fait, la feuille de route, c'est une feuille globale et intégrée. Bien évidemment, il y a la dimension économique dont on parle, parce que c'est vrai, le volet économique est fondamental, mais la coopération est élargie, elle est renforcée sur des domaines très sensibles, notamment, bien sûr, le flux migratoire, le côté sécurité, la lutte contre le terrorisme, etc. En ce qui concerne la question de l'immigration, il faut noter deux volets très, très importants. Tout d'abord, bien sûr, la politique qui est menée depuis quelques années sous la conduite de Sa Majesté en ce qui concerne en fait le traitement de la question de l'immigration par le Maroc. Par le Maroc qui, depuis des années, aujourd'hui, n'est plus un pays de traversée, mais c'est un pays d'installation, c'est un pays qui a toute une politique aujourd'hui d'accueil et d'intégration, et ça, bien sûr, ça a un impact justement sur la problématique de l'immigration vers l'Europe. La deuxième chose, c'est tout l'effort que fait le Maroc justement pour réduire l'impact de cette problématique sur l'Europe, et les pays en fait du contour méditerranéen sont très sensibles à ce que fait le Maroc comme effort, et ça se dénote à travers les résultats qui sont enregistrés depuis des années où il n'y a plus ce flux qu'on observait les années précédentes. Et donc, bien sûr, l'Espagne, comme d'ailleurs les autres pays, mais surtout l'Espagne, parce que c'est le pays le plus proche du Maroc, accorde une très grande importance à cette question et voudrait, bien sûr, que le Maroc place cette question au cœur justement de cette nouvelle dimension que prend la coopération. Et bien sûr, le Maroc assume ses responsabilités, comme il l'a toujours fait, bien sûr, mais dans le respect des droits humains, dans le respect de ses engagements internationaux, mais bien évidemment, c'est une question qui restera parmi les questions fondamentales qui vont justement renforcer cette relation. Alors bien sûr, vous m'avez également interpellé sur les autres sujets, notamment par rapport au secteur sensible de coopération pour l'avenir. Moi, je dirais que il faut prendre en considération également que le Maroc aujourd'hui est dans un tournant stratégique. En fait, nous sommes en train de mettre en place un nouveau modèle de développement. Nous sommes en train de mettre en place un fonds d'investissement stratégique.
Je dirais, ces orientations ont défini des axes prioritaires, notamment sur le plan économique, dans lequel, bien sûr, l'industrie, et d'ailleurs on est en train de le remarquer, va connaître une restructuration. Donc ça, c'est un volet très, très important. Le nivellement vers le haut de l'industrie marocaine est en train d'être constaté. Aller vers une plus grande valeur ajoutée, une intégration technologique dans ce que nous produisons comme industrie est une réalité qui est en train d'être mise en place, mais c'est également des perspectives fortes pour l'avenir. Sur ce plan-là, bien sûr, l'Espagne est intéressée d'intégrer cette dynamique avec peut-être le co-investissement ou la colocalisation ou des joint ventures, c'est-à-dire on est sur du co-développement, on est sur du co-développement. Et également, le Maroc est en train de connaître une transformation au niveau de tout ce qu'on peut appeler comme l'économie durable ou le développement durable, dans sa dimension énergétique, bien sûr, essentiellement, mais tout ce qui tourne autour de l'industrie énergétique pour justement renforcer le positionnement de notre économie comme une économie verte. Là également, c'est un secteur de très grand potentiel de collaboration entre les deux pays. Bien sûr, il y a l'agriculture. L'agriculture, le Maroc également, d'ailleurs, Sa Majesté avait appelé à un effort au niveau du secteur agricole qui devrait générer jusqu'à 34 milliards de dirhams de ressources supplémentaires. Et entre l'Espagne et le Maroc, il y a de grandes possibilités de collaboration dans le domaine de l'agriculture parce qu'il y a une certaine similitude au niveau du climat et donc l'expérience, l'expertise espagnole, elle est justement adaptée aux besoins de l'agriculture marocaine. Donc là également, il y a en fait un volet très important. Bien sûr, il y a le tourisme. Le tourisme, l'Espagne, on connaît sa force comme pays touristique qui accueille entre 60 et 70 millions de touristes par an. Le Maroc est un prolongement de l'Espagne. Et d'ailleurs, au niveau des entreprises espagnoles existantes au Maroc, il y a de grandes chaînes hôtelières espagnoles qui investissent au Maroc. Là également, c'est un secteur de potentiel pour justement renforcer la collaboration. Donc en fait, pour dire que nous sommes sur des secteurs classiques, d'ailleurs, Ammar a évoqué le textile, bien sûr, c'est très important, il y a l'agroalimentaire très important, mais aujourd'hui, il y a de nouveaux secteurs qui émergent dans la nouvelle stratégie du Maroc, notamment pour restructurer son industrie. Et là, l'Espagne, bien sûr, avec le Maroc, peuvent développer des choses très, très importantes dans le cadre de cette coopération. Très bien, justement, nous allons poser la question à Karim Ammar qui représente le secteur privé ce soir dans ce plateau pour cette émission spéciale. Alors Karim Ammar, quel est votre plan d'action justement au niveau de la CGEM pour déjà un rapprochement entre les deux secteurs privés qui sont déjà dans une perspective de collaboration, mais comment booster, comment déjà faire connaître davantage le Maroc pour les investisseurs espagnols qui sont présents en grand nombre ici, et vice-versa. Bien sûr, il y a cette barrière peut-être de la langue, ou en tout cas, en gros, est-ce qu'il y a un plan d'action? Si oui, quels sont les principaux points de cette feuille de route? Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, vous l'avez dit à l'instant, vous avez parlé d'un facteur qui est fondamental, c'est celui de la langue. Comme vous le savez, une grande partie du nord du Maroc parle espagnol, une grande partie du sud du Maroc parle espagnol, et à la CGEM, beaucoup de nos opérateurs qui sont en prise avec l'Espagne dans le domaine du business parlent espagnol. Donc la langue est un grand pan, un grand pipeline de coopération entre le Maroc et l'Espagne. Et inversement, nous nous sommes aperçus que les investisseurs espagnols, les industriels espagnols, puisque ce sont de cela qu'il s'agit, parlent pour beaucoup d'entre eux extrêmement bien le français, je ne dirais pas l'arabe, mais particulièrement bien le français. Alors, comment faire pour accélérer la dynamique? C'est très simple, nous avons aujourd'hui mis en place des matrices de travail par fédération. Alors, l'Espagne a une caractéristique que vous connaissez très bien, c'est que c'est un pays dont la décentralisation régionale est très avancée. C'est sous l'égide de Sa Majesté Lansro la vision que nous entreprenons de continuer pour les 10 prochaines années, Inch'Allah, au Maroc. Et nous avons beaucoup à apprendre des Espagnols sur le plan de la gouvernance régionale, puisqu'elle est très aboutie en Espagne. Et nous avons aussi des choses à apporter à l'Espagne quant à la capacité du Maroc de pouvoir, évidemment, jouer cette translation
de l'industrie espagnole vers le Maroc et puis évidemment en co-investissement de cette industrie vers la profondeur africaine. En ce qui concerne les secteurs qui sont concernés, eh bien je vous dirais, Khadija, tous les secteurs. Il n'y a pas un secteur de l'économie porté par la CGM. Nous avons 37 fédérations qui représentent à peu près 155 métiers. Je ne connais pas un secteur qui a des difficultés à cohabiter avec l'Espagne, puisque nous le faisons depuis des siècles et que ça se passe extrêmement bien. Et il y a une autre dimension que je souhaite évoquer. Dans l'esprit de la CGM, le business c'est important, mais il faut aussi qu'il y ait ce transfert de culture entre l'Espagne et le Maroc, tout comme entre le Maroc et l'Espagne. Comme vous le savez, la culture mauresque en Espagne est très présente de par l'histoire. Et il faut la transformer. Elle a eu à un moment donné de son histoire une vision un peu, je dirais, en demi-teinte. Mais aujourd'hui, il faut assumer cette vision et les investissements qui sont faits des deux côtés sont consacrés pour accompagner non seulement l'acte d'investir d'un point de vue économique, mais aussi culturel. Pour ce qui est de la capacité et du plan que nous avons pour le déployer, nous allons aligner, parce que maintenant ça va redémarrer évidemment, mais ça n'a jamais arrêté, nous allons aligner les secteurs entre eux, nous allons travailler dans des matrices, dans des micro-matrices pour savoir quel secteur ou quelle activité espagnole peut s'arrimer à une activité marocaine dans le cadre de la colocalisation et la pénétration du marché africain. Et nous allons construire comme cela un certain nombre de dynamiques qui vont faire que ça va être une capillarité. Et ce que nous voulons à la CGM, c'est que nos régions comptent. C'est que les 12 régions administratives, dans le cadre du programme du nouveau programme de développement évoqué à l'instant, soient une vision consacrée par la CGM au niveau de ces présidences de régions. Vous savez qu'on a 12 régions au Maroc administratives, plus une 13e que j'ai l'honneur de représenter, qui est les Marocains du monde. Eh bien, ces 12 régions sont mobilisées à travers les consulats quand il y en a. Et vous savez que l'Espagne a un rayonnement diplomatique au Maroc, on ne le sait pas beaucoup, qui est parmi les plus forts qu'ils ont dans le monde. Ils ont le réseau d'écoles le plus dense du monde dans les pays autres que l'Espagne. Tout ça, ce sont des pépites que nous devons pouvoir utiliser pour capillariser justement ces investissements en région. Pour ce qui concerne la migration, je voulais préciser une chose importante, c'est que la migration africaine, on dit le Maroc est un rempart de l'Europe, etc., c'est vrai. Mais il faut reconnaître aussi que la vision de Sa Majesté, qui est une vision intégrative des migrations africaines au Maroc, puisque vous avez vu quand nous sortons dans les rues, nous voyons dans les cafés, les restaurants, les entreprises, les call centers, vous avez énormément de diaspora africaine présente au Maroc. Et cette diaspora, elle a été sédentarisée par la vision de Sa Majesté et elle est épanouie et donc elle n'a plus envie, comme ça se passait il y a 5-10 ans, d'aller traverser la Méditerranée pour aller en Espagne parce que le Maroc lui a donné un réceptacle et a permis ce rayonnement de la diaspora africaine. Et il faut reconnaître aussi que la migration des populations d'Afrique est beaucoup plus importante à l'intérieur de l'Afrique qu'elle n'est à l'extérieur de l'Afrique. On oublie, on pense toujours au rempart du Maroc vis-à-vis de l'Europe. Oui, c'est un symbole fort et c'est un atout politique que le Maroc ait une gouvernance exemplaire sur ce plan-là, mais je voudrais qu'on aborde la migration professionnelle, la migration des talents. Et cette migration des talents, elle doit être consacrée par les deux pays, encore une fois, en complémentarité. Il y a beaucoup de métiers en Espagne qui ont besoin des talents marocains. Il y a notamment les métiers d'assistance de vie, qui sont des métiers très très forts, parce que la population espagnole et italienne sont des populations parmi celles qui vieillissent le plus vite en Europe. Et il n'y a pas de possibilité. C'est le rôle de la formation. C'est le rôle de la formation justement. Il y a dans cette déclaration conjointe aussi cette ambition de booster aussi la coopération dans tout ce qui est formation et éducation, enseignement. Malheureusement, il nous reste très peu de temps. Il y a un point très important qui est c'est d'ailleurs le premier point qui ressort
ressort de cette déclaration conjointe à l'issue de la visite inédite du président du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez, au Maroc, suite à l'invitation de Sa Majesté le roi Mohamed VI. Alors, aujourd'hui, clairement, l'Espagne atteste de l'importance du Sahara pour le Maroc. Il y a aussi l'importance de nos provinces du Sud pour l'Espagne, et notamment, comme l'évoquait il y a quelques instants Karim Amour, cette coopération entre les régions. Aujourd'hui, en quoi se cristallise l'importance de l'investissement espagnol intra-régional, notamment dans les provinces du Sud? Magnifique, Madame Ihsan. Donc, je vous remercie pour cette question. J'y répondrai de manière pratique et comme vous l'avez si bien dit, il faut qu'on soit très clair. Tout soutien, je dis bien tout soutien, à l'initiative marocaine est un soutien à la souveraineté nationale, fort de soutien à la souveraineté nationale. Parce que le premier chapitre, c'est la reconnaissance, justement dans cette initiative, c'est la reconnaissance de la souveraineté du Royaume du Maroc, sur tout son territoire, y compris sur les 2 provinces du Sud. Donc ceci dit, je vais faire en fait un point en fait un pan stratégique. J'ai vu, en fait, avant de venir, j'ai vu l'agenda de son Excellence M. Pedro Sánchez. Et ce matin, il lançait, avant de prendre l'avion, il lançait en fait une initiative, un programme très ambitieux par rapport à l'approche genre, pour réduire justement les disparités femmes et hommes et encourager l'insertion aussi bien économique, sociale, politique des femmes espagnoles et réduire les disparités. Et nous sommes au Royaume du Maroc, et grâce à la haute vision de Sidi Allah, Sa Majesté le roi Mohamed VI, et depuis le début de son glorieux règne, qui n'a cessé justement de réduire ces disparités. On a commencé par l'inclusion sociale, l'inclusion politique, l'inclusion économique, et parmi les champions justement de cette inclusion-là, il y a les provinces du Sud. Il suffit de visiter pour voir le nombre de coopératives. De coopératives féminines dans le domaine de l'agroalimentaire, dans le domaine artistique, dans l'artisanat, dans la transformation des produits locaux, l'ibil, le lait de chamel, dans la transformation aussi en fait de tout ce qui est couscous à base de cette céréale, et j'en passe, etc. Mais aussi sur le volet culturel. Le volet culturel est très important parce qu'il dénote du respect mutuel quelque part. Donc il y a énormément de choses qui sont à faire et énormément d'investissements qui sont à faire dans ces provinces. En achetant déjà en fait les produits en fait issus de ces coopératives, de ces entreprises féminines, et de les exporter en Espagne, mais aussi via l'Espagne vers d'autres destinations du monde. Il y a aussi le volet touristique, c'est comme on parlait tout à l'heure, et je fais le croisement. Il y a en fait un potentiel énorme, notamment dans la région de Dakhla, pour le tourisme aussi bien commercial que le tourisme médical. Et ensemble, on peut travailler dessus, aussi bien en fait pour les frères africains que pour la population mondiale. Et peut-être en fait un dernier clin d'œil, c'est celui en fait de la pêche durable et tout ce qui est en fait qui me tient à cœur, parce qu'il y a un besoin de protéines aujourd'hui à l'échelle mondiale, auquel on ne peut pallier qu'à travers en fait la pisciculture, et ensemble on peut le faire dans ces provinces du Sud. Quand vous dites ensemble, vous dites le Maroc et l'Espagne. Absolument. Merci beaucoup Amine Laridi, merci d'avoir répondu à nos questions ce soir, d'avoir enrichi cette discussion, bien sûr aux côtés de mes 2 autres invités. Merci beaucoup à Abdelatif Komat, merci à vous également d'avoir enrichi cette conversation. Merci Lahadija. Merci à vous également, Karim Amour. C'était un plaisir d'échanger avec vous sur cette question centrale et importante et ce nouveau chapitre dans les relations Maroc-Espagne sous le prisme du secteur privé que vous avez si bien représenté ce soir. Merci. Merci. Bye bye. Au revoir. Merci à vous de nous avoir suivis. Très, très bonne soirée à tous.